Les gens, ils ne se connaissent pas, ils ne sont pas en lien avec eux-mêmes. Ils sont beaucoup plus dans tous les principes qu'on leur dit, qu'on leur donne, ce que les autres pensent. Les gens sont beaucoup perdus là-dedans. Si je dois donner quelque chose qui est général, c'est ça. Et les gens habitent peu leur corps dans notre société. Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible. Ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Aux frontières du possible. Alors aujourd'hui ça va être un épisode un peu spécial. On va parler d'un sujet qu'on n'a pas encore abordé dans ce podcast. On va parler de l'énergie qui nous entoure avec Maë Jérôme, maître praticienne en psychoénergie et en programmation neurolinguistique. En fait, pour vous faire la petite histoire, quand j'ai contacté Maë Jérôme pour la première fois, je voulais faire un épisode sur la programmation neurolinguistique. Une approche de développement personnel très efficace et qui peut être aussi adaptée au domaine de l'apprentissage et de l'acquisition de nouvelles compétences. Puis finalement, en discutant ensemble, je me suis rendu compte que ça serait très intéressant de parler d'une autre expertise de Maë Jérôme, c'est-à-dire l'énergie qui nous entoure, comment elle influe sur nous, sur notre environnement, etc. J'avais vaguement entendu parler au cours de mes lectures de ces choses et c'est pourquoi cette conversation avec Maë Jérôme a attisé ma curiosité. Du coup, on a fait un épisode sur ce thème. Que vous soyez sceptique ou pas, je suis certain que ce nouvel épisode de Aux frontières du possible vous passionnera ou vous intriguera. Maë Jérôme nous décrit comment elle est passée d'EduxP à maître praticienne en psychoénergie et en programmation neurolinguistique. Elle nous parle de ce qu'est la programmation neurolinguistique, de ce qu'est la psychoénergie, de l'influence qu'a sur nous l'énergie qui nous entoure, des énergies positives et négatives, de comment se protéger des énergies négatives, des différences énergétiques entre les pays, de la méditation, des chakras et de la science derrière tout ça. Alors sans plus attendre, bienvenue à Maë Jérôme. Merci Maë Jérôme d'avoir accepté cette invitation pour ce nouveau podcast de Aux frontières du possible. Alors aujourd'hui avec vous on va parler de l'énergie, comment l'énergie influe sur nos comportements et sur notre santé. Mais avant de partir plus en détail sur ce sujet, est-ce que Maë Jérôme vous pourriez vous présenter en quelques mots? Ah oui, je peux faire ça. Alors c'est avec bonheur que je vais répondre à vos questions. Alors je suis une femme qui est 60 ans, bien sonnée. Je suis belge. J'ai depuis 40 ans, le développement de l'individu dans sa vie, dans ce qu'il vit, est une passion pour moi. Donc j'ai commencé ma vie par être éducatrice spécialisée. Donc j'ai travaillé dans le milieu de la délinquance en Belgique. Et puis, toujours curieuse, j'ai suivi diverses formations. Alors je vais vous en citer quelques-unes comme ça pour aller très vite, mais j'ai fait du clown, j'ai fait de la PNL, j'ai fait de la psychoénergie. J'ai étudié plein de techniques sur le corps, sur le mouvement, voilà. Donc l'être humain, il est multiple, et puis plus il y a de portes par lesquelles on peut entrer en contact avec lui, plus est riche la relation, le soutien, l'aide, la manière dont on peut guider, conseiller, vivre, voilà. Donc voilà, qui je suis, c'est ça, c'est cette passion. Donc, vous vous définissez comme maître praticienne en psychoénergie. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qu'une maître praticienne en psychoénergie? Quand on dit maître praticien, ça veut dire que c'est le nombre d'années d'études qu'on ait fait. La première vous donne la technique et puis la deuxième vous donne la maîtrise de cette technique. Alors, qu'est-ce que c'est que la psychoénergie? C'est vraiment l'alliance entre la psychologie classique qu'on étudie chez nous dans les pays occidentaux, avec tout ce qui sont les disciplines énergétiques, à la fois hindouistes, avec les chakras, les auras, etc., et tout ce qui peut être aussi du côté de la médecine chinoise, de la connaissance du Tao, enfin, voilà. Et puis chacun va un peu se consacrer plus à l'un, plus à l'autre, mais c'est le lien, en tout cas, entre ces deux types d'approche de l'être humain. Occidentale, orientale, et c'est l'association de ces deux choses ensemble. Voilà. Ok. Vous avez commencé par être EduxP. Alors comment passe-t-on d'EduxP à maître en psychoénergie? Donc c'est une longue histoire, je suppose. Oui, bien sûr que c'est une longue histoire. C'est aussi une aventure de vie. Alors, pourquoi EduxP? Déjà, ma vie m'a toujours mis sur le chemin le fait de devoir trouver une place pour m'occuper des autres.
C'est-à-dire, dans mon enfance, je suis dans une famille de 5 enfants. Je suis orpheline de père. La famille va beaucoup se déstabiliser à partir de cet événement. Donc, je vais rencontrer pas mal de violences, pas mal d'agressions, qu'elles soient physiques, mentales, psychologiques. Et donc, avec ça, je vais devoir me débattre pour m'en sortir. Et donc, je vais très vite être sensibilisée au bien-être de chacun. Voilà. Et la vie va petit à petit me guider vers cela, et je vais donc faire ces études d'éducateur. Je vais travailler dans des milieux différents. Je vais travailler dans la prostitution, je vais travailler dans la délinquance, je vais travailler dans les prisons. Je vais faire plein de milieux différents. Et l'être humain est tellement complexe que je vais apprendre, je vais étudier. Pour moi d'abord, parce que avec tous les traumas subis, moi je dois progresser. Et puis, donc je vais étudier ces diverses techniques au fur et à mesure. Et puis, je vais découvrir un champ, parce que déjà, enfant, j'avais des intuitions très profondes, je voyais des choses bizarres autour des gens, je voyais des couleurs, des petits points, des choses comme ça. Donc, j'ai appris que ça s'appelait l'énergie. Et donc, au fur et à mesure, si vous voulez, du chemin, j'ai été voir comment fonctionne le cerveau d'un être humain par la PNL. Et ça, c'est une technique fabuleuse, parce qu'elle donne une structuration exceptionnelle de comment un être humain organise ses propres expériences. Et puis alors tout ce monde subtil qu'on appelle l'énergie, qui va commencer à donner aussi des renseignements à des niveaux alors bien différents, et on va pouvoir associer justement qu'est-ce qui se passe dans ce corps, dans notre corps, autour de nous, qui influence, qui sont dans des portes d'entrée différentes. Donc c'est comme ça, c'est la curiosité. Si je dois dire comment je suis arrivée de l'un à l'autre, la première, c'est la force de vie, parce qu'il faut que je m'en sorte de ma propre histoire. Et puis la curiosité. Et Et aujourd'hui encore, j'apprends, j'étudie. C'est magnifique. On n'en est jamais fini. Voilà. Vous avez parlé aussi que vous étiez experte en PNL. Pour nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que vous pourriez expliquer ce terme? Alors, d'accord. Programmation neuro-linguistique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un être humain, quand il vit une expérience, elle va s'inscrire au niveau de ses neurones. Ça va s'inscrire au niveau de notre cerveau. Je donne toujours un exemple très simple. Vous êtes petit, une souris passe dans la pièce, votre mère est là, elle hurle, elle grimpe sur un fauteuil. Vous avez enregistré que souris égale grimper sur un fauteuil et hurler. Donc toute votre vie, vous allez répéter inlassablement cette chose, sans savoir même pourquoi. Alors je vous prends un exemple simple et drôle, mais c'est comme ça pour tout ce que vous vivez. Et vous allez l'organiser. Voilà. Ça s'appelle des systèmes dans votre... Donc ça, et puis pourquoi programmation? Donc c'est le programme qui s'est inscrit dans votre cerveau. Donc un déclencheur, une manière de faire et une sortie. Voilà, ça c'est votre programme. Neuro, puisque ça s'inscrit au niveau de votre neurologie, donc ça s'inscrit aussi au niveau de votre système de vos nerfs. Voilà, tout ce qui est nerveux. Okay? Donc des impulses nerveuses qu'on peut donner au niveau du corps. Et de la linguistique, parce que au travers de votre langage, je vais avoir l'organisation de comment vous me traduisez votre expérience. Donc je saurai, d'après les mots que vous allez employer, si vous êtes en train de m'exprimer une partie de votre expérience, toute l'expérience, comment vous l'avez filtrée, comment vous arrivez à me la retraduire. Je vais avoir des tonnes d'informations sur comment vous avez déjà organisé toute votre expérience dans la manière de l'avoir enregistrée et de me la retraduire. Et c'est tout comment on va faire les liens entre toutes ces choses. Le programme, ce que vous m'en dites, et comment on va l'inscrire ou le désinscrire. Ça permet aussi d'avoir une certaine grille de lecture pour peut-être vous aider, vous, avec vos patients, justement, pour cerner quelques problèmes. Ah, évidemment. Bien sûr. La PNL, une de ses très grandes forces, on la connaît aussi pour sa manière de pouvoir modifier vraiment des expériences négatives. Mais une de ses grandes forces, c'est son questionnement. C'est-à-dire que vous avez une manière de découper l'expérience de la personne et de pouvoir la questionner qui va vraiment vous amener au cœur de la problématique. Et au cœur et à l'endroit où le changement va être le plus pertinent. Et ça, c'est sa grande force. C'est de vous amener, vous savez, quand vous mettez des dominos, si vous voulez un changement, vous prenez le premier domino et donc tous les autres vont suivre. Ça veut dire que si je trouve la première fois où vous avez enregistré et comment vous avez enregistré votre expérience, si je trouve la première fois, ça va faire tomber tout le système de cette fois-là, mais aussi de toutes celles que vous avez répétées inlassablement pendant toutes les années qui ont suivi. Parce qu'en fait, c'est juste un programme. Vous avez eu un programme et vous le répétez. Donc, il faut que j'aille modifier le programme à son départ.
Et ça, c'est la pertinence de la PNL. Et est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez systématiquement, la PNL? Systématiquement. C'est trop pertinent. Dans son questionnement, c'est extrêmement pertinent. Dans les solutions, il y a plein d'autres manières de faire. Elle a de très bonnes solutions aussi, mais il y a plein d'autres choses. Mais son questionnement, je n'ai encore jamais trouvé dans aucune technique autant de pertinence. D'accord. Très intéressant. C'est quelque chose que je connais peu, moi, personnellement, la PNL, et ça donne vraiment envie de s'y intéresser beaucoup plus oui. En vous écoutant. Oui, parce qu'elle a une particularité, c'est qu'elle dit, bien sûr que le contenu nous intéresse, mais plus important que dans le contenu, c'est comment la personne structure son expérience. Donc c'est vraiment, on va s'intéresser plus sur la forme que sur le fond. Alors, bien sûr, on s'occupera du fond aussi, parce que c'est important. Ce qui sont vos valeurs, pourquoi vous êtes motivé par ces choses, c'est fondamental, d'accord ? Mais ce qui va faire une problématique ou ce qui va faire que ça va bien, c'est comment vous allez l'organiser. Et ça, la PNL s'en occupe. Et ça, c'est fabuleux. Et peut-être j'aimerais revenir sur la psychoénergie. Est-ce que là aussi, vous pourriez définir ce terme de psychoénergie? Je vais les donner, psycho, parce que ça utilise vraiment la technique psychologie des pays occidentaux et de toute notre culture occidentale. Et l'énergétique, parce que ce sont toutes les cultures qui ont, elles, pris ce biais-là comme analyse et comme compréhension de l'être humain. Donc, si vous prenez la médecine ayurvédique, vous prenez les chakras, les auras, qui sont tout ce qui est le côté hindouiste, énergétique, puis vous avez tout ce qui est la médecine chinoise. Vous avez aussi le Tao, vous avez le bouddhisme, enfin, vous avez toutes ces différentes, techniques qui, elles, parlent plutôt au niveau énergétique. Elles regardent l'être humain sous cette facette, comme une dynamique de mouvement et qui sont à un niveau plus subtil, c'est-à-dire de l'énergie. Si on prend le méridien chinois, vous ne pouvez pas le voir ni le palper. D'accord ? Voilà. Donc, toutes ces cultures-là sont plus dans ce qui n'est pas, je vais dire, palpable. D'accord. Voilà. Et vous dites souvent que le monde est vibration, et donc le monde est énergie. Et comment l'énergie influe-t-elle sur notre comportement, notre personnalité, notre santé, etc. C'est tout le temps, en fait. C'est tout le temps. Vous le savez d'ailleurs, si vous arrivez chez quelqu'un qui est sympa, qui est vivant, qui a le sourire aux lèvres, vous allez tout de suite vous sentir mieux. Ok. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'entre cette personne et vous, la vibration, elle va être plutôt sympa, plutôt bonne. Donc, elle va venir stimuler chez vous, au niveau vibratoire, votre bonne humeur plutôt que votre morosité. Inversement, vous avez quelqu'un qui a le moral à plat, qui est toujours en train de se plaindre, mais vous allez voir que ça vient mettre en route chez vous cette même énergie chez vous. Okay ? Donc, ça se transmet. Ah oui, tout le temps. La Lune, si vous prenez les astres, nous sommes influencés par les astres. L'astrologie vous le dira. C'est très clair que le cycle des femmes, il est réglé sur la Lune. Donc, il serait bien... Donc, tout ça... Alors, vous prenez aussi une autre énergie, c'est par exemple, est-ce qu'à l'intérieur de votre corps peut circuler l'énergie du ciel et de la terre, c'est-à-dire la sève comme dans un arbre. Okay ? Donc, ça influence aussi votre vie. Vous allez être plus crispé si vous êtes uniquement dans le haut de votre corps, vous allez avoir froid aux pieds, froid aux mains. C'est des réponses immédiates. Vous comprenez ? D'accord. Et est-ce que l'énergie influe sur nous ou nous influons sur l'énergie ? Ça va dans quel sens ? Les deux, bien sûr. Parce que si vous avez une conscience de cela et que vous commencez à méditer, alors il y a plein de sortes de méditation, d'accord ? Moi, j'aime bien la méditation active parce que j'arrive très difficilement à avoir mon cerveau complètement vide. Je peux y arriver, mais c'est pas toujours facile. C'est vraiment, vous allez voir, ça va changer votre santé, ça va changer, justement, vous allez avoir chaud aux pieds, chaud aux mains, vous n'aurez plus jamais froid. Ça va commencer à changer plein de choses dans votre vie. Donc, vous avez autant d'influence. D'ailleurs, si vous retournez dans la physique quantique, où vous allez dans toute cette partie de la science, c'est là où vous allez comprendre que vous co-créez. Donc, ça veut dire que ce que vous imaginez dans votre tête, c'est de la vibration. Donc, votre imagination va commencer à créer doucement, avec l'énergie qui est à l'extérieur, ce que vous désirez. Donc, vous avez de l'influence. Et puis, elle va avoir de l'influence sur vous. Vous allez au bord de la mer, il fait super beau, etc. Vous allez bien vous rendre compte que ça vous ça vous donne de l'énergie, vous êtes en forme, c'est ok. Vous vivez dans un endroit où il fait gris, c'est une réponse. Donc, alors on va vous dire oui, mais c'est parce que je vois du soleil, j'en vois pas. Bien sûr, mais tout ça,
va ensemble. Si vous allez chez des gens qui sont très tranquilles, vous allez sentir que vous vous détendez. C'est pas parce que vous dites dans votre tête « je suis tranquille ». C'est parce qu'immédiatement, vous avez une sensation de quelque chose qui, chez vous, vous amène à vous sentir mieux. Et est-ce qu'on peut transformer l'énergie négative en énergie positive ? Alors, c'est plus... les gens parlent de protection, d'accord ? Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que votre champ énergétique, à vous, il est plus large que votre corps physique, d'accord ? Ce que vous allez contacter dans le champ énergétique des autres, c'est des choses qui vont aussi vous parler de vous-même. Il faut bien comprendre ça. Les gens, ils croient souvent, il est négatif pour moi. C'est parce que dans votre champ, il existe toujours à vous des traces de dépression, des traces de colère, des traces de critiqueurs, enfin des traces comme ça. Okay. C'est pour ça que c'est un chemin, l'énergétique. C'est vraiment, il faut se nettoyer soi-même de tas d'énergie que nous transportons avec nous parce que nous avons des histoires, nous avons notre histoire. C'est-à-dire, j'ai des mémoires négatives de ce que j'ai vécu dans mon enfance, j'ai des gens contre qui j'étais en colère, j'ai parfois été jalouse. C'est comment je vais mettre de l'ordre là-dedans. Et plus je mets de l'ordre dans ma vie, plus je nettoie mon champ énergétique, moins je vais contacter déjà ça chez les autres. C'est une première chose, ça. D'accord ? Plus mon corps énergétique est bien ancré dans la terre, c'est-à-dire qu'il me protège de part et d'autre. Votre peau, elle protège votre corps physique. Nous sommes d'accord ? Nous avons autour de nous comme une autre peau, qu'on appelle l'aura. Si vous avez des trous dans votre aura, si elle est remontée, c'est-à-dire comme si on vous arrachait une partie de la peau, vous n'avez pas de peau sur vos épaules, vos bras et votre torse. Imaginez-vous que vous vous baladez dans la vie comme ça, vous allez souffrir beaucoup. Voilà. Et vous allez avoir attrapé des maladies, ça ne va pas le faire, quoi. C'est la même chose pour cette peau subtile. Si elle est bien installée autour de vous, vous allez moins sentir et être en contact avec toutes les énergies négatives. Alors, est-ce que je peux transformer une énergie négative ? Je peux aider quelqu'un à transformer son énergie négative, bien sûr. Je peux, à l'intérieur de moi, activer ou être plus en présence à l'intérieur de moi de mon énergie positive. Mais ça demande de la conscience, de la présence. C'est exigeant, le monde énergétique, parce que c'est subtil. Donc, ça nous demande vraiment d'être très dans maintenant. Donc, je dois sentir très vite que quand j'entre dans un endroit, ici, il y a une énergie qui ne me convient pas. Moi, je pense plus comme ça qu'une énergie négative ou positive. Peut-être que certaines énergies peuvent être négatives pour certaines personnes et positives pour d'autres. Peut-être que c'est très personnel aussi. Tout à fait. Tout à fait. Il y en a qu'on va tous reconnaître comme étant les mêmes, hein. Mais bien sûr, il y a des fois une énergie, elle ne sera pas négative pour moi parce qu'elle ne vient pas résonner avec quoi que ce soit à l'intérieur de moi. D'accord. Vous comprenez ? Donc, il faut faire attention avec énergie négative ou énergie dérangeante. Voilà, moi, je reviens, par exemple, je viens de vivre pendant 4 ans à Bali. Je reviens ici en Europe. C'est terrible pour moi. Rien que la télévision, déjà. Vous comprenez ? Donc, alors, est-ce que je vais dire la télévision, c'est négatif ? Non, je pense qu'il y a des choses très positives à la télévision. Il y a des émissions intéressantes. Enfin, il y a plein de choses positives. Mais, en tout cas, pour moi, cette énergie-là, elle est violente. Je ne peux pas dire qu'elle soit une énergie que négative. Mais je peux en tout cas dire l'effet qu'elle a sur moi n'est pas positif. Et je ne vais donc pas, je dois faire très attention. L'ambiance dans la rue, par exemple. L'énergie de la terre balinaise n'est pas la même qu'ici. Donc attention aux mots négatifs et positifs. Et du coup, pour votre expérience plus personnelle, comment vous vous protégez un peu justement ? Je reviens à l'intérieur de moi et je me repositionne dans mon corps, dans cet endroit extrêmement paisible que j'ai à la fois dans mon cœur et dans mon ventre. Et donc je peux me retrouver... Voilà, tranquille. Mais je vais quand même pas rester des heures. Vous comprenez ? Ça n'a pas d'impact sur ma vraie position interne. Mais ça me fatigue parce que je dois renforcer ma propre position au lieu de pouvoir être naturellement ouverte parce que ça fait du bruit, parce que c'est agressif, parce que etc. Enfin, c'est agressif. Ma traduction est que ça m'agresse. Voilà, c'est plus juste. Et est-ce qu'il y a vraiment des différences énergétiques entre les différents pays, les différentes cultures ? Mon Dieu, oui, si vous saviez. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, par exemple, là, je suis entre 3 ou 4 pays. Bali, c'est une terre très calme. Ça ne veut pas dire que les gens ne font pas du bruit. Mais la terre elle-même est une terre très posée. Et comme les gens sont très dévots, ils prient beaucoup, vous avez une énergie comme ça de douceur. Voilà. Alors que si je reviens en Belgique, c'est beaucoup plus agressif comme énergie, c'est beaucoup plus dense, beaucoup plus rapide.
Je vais essayer de ne plus mettre le mot agressif parce que ça m'agresse. Donc, ce n'est pas ça le bon mot. Mais c'est plus rapide, c'est moins ancré, c'est moins doux. Si je vais en Suisse, par exemple, ça ressemble plus à la douceur de Bali. Parce que l'énergie est plus posée, et moins rapide, moins dense. Les gens ont encore une manière de veiller aux autres, d'être attentifs aux autres. Donc ça donne dans l'énergie quelque chose qui est plus doux. Et est-ce que l'énergie d'un pays est aussi influencée par son passé, son histoire, par exemple s'il y a eu des guerres, etc. Oui. Est-ce que ça, on peut encore le ressentir Évidemment. Aujourd'hui dans des pays qui ont eu beaucoup de conflits? Par exemple, Bien moi, j'ai passé pas mal de temps en Ukraine. C'est un pays avec une histoire très difficile. Et moi, je ressens qu'il y a une énergie, un peu une certaine tension dans ce pays. Oui. Et est-ce qu'une tension au niveau national, je dirais, peut se diminuer avec le temps Vous savez, à New York, ils ont fait des expériences dans un quartier où il y avait à peu près un assassinat par jour, un meurtre par jour. Et beaucoup de violence, donc des tabassages de couples, machin, des familles, enfin voilà. Okay. Et donc, dans ce quartier défini, ils ont décidé, et je crois qu'ils étaient une trentaine de personnes, à se réunir 3 fois par semaine, et de méditer ensemble et d'amener vraiment sur le quartier une énergie de paix, de respect, de conciliation, une énergie où on se parle. Okay. Donc, ils ont fait ça. Ils se sont réunis comme ça 3 fois par semaine. C'était, je crois, à peu près 2h30 la méditation. Ils travaillaient ensemble là-dessus. Après 1 mois et demi, ils ont constaté une baisse de la violence, donc des appels à la police. Hein, donc, c'est des trucs très factuels qu'on peut vérifier, quoi. Okay, de 50%. Donc, 50% de moins d'assassinats, 50% de moins d'appels pour des violences familiales. En un mois à peu près, je ne sais plus si c'était 5 ou 6 semaines, mais voilà, c'est quelque chose comme ça. 30 personnes, hein, vous comprenez ? J'avais lu aussi une étude sur ça, avec des enfants. Et on disait justement que c'était dans un lycée difficile aux États-Unis. Et ils avaient donné à méditer aux enfants pendant 2 semaines tous les jours. Et ils ont vu d'énormément de changements dans la classe. Les gens s'entraidaient, s'agressaient moins, beaucoup plus de positivité. Donc, est-ce que la méditation est un des outils que vous préconisez Alors, on va bien s'entendre sur le mot méditation, parce qu'il y a beaucoup de choses qui recourent sous la méditation. On voit les peuples d'Asie, etc. Ils méditent, ils se mettent en lotus. C'est vraiment une technique ça fait partie de leur vie. Okay. Déjà, ils s'assoient par terre toute la journée, ces gens-là. Donc, leur corps est fait à ça. Okay. La méditation qui a été prônée très longtemps, c'est le silence dans la tête. C'est une des choses auxquelles il faut arriver. Hein. C'est difficile. Très clairement. Bien sûr que c'est difficile. Okay. Et puis, il y a tout ce qu'on peut faire qui est moi, je dis que je pourrais appeler ça de la préméditation. C'est amusant comme mot, mais c'est de dire, OK, il faut arriver à avoir un état intérieur qui va vraiment permettre ça. Et donc, déjà, de faire connaissance avec l'intérieur de soi. Oser être vraiment en présence, rien qu'avec soi-même. Beaucoup de gens fuient ça. Parce qu'ils sentent des vides à l'intérieur d'eux, des manques, ou des choses désagréables, des émotions désagréables. Il faut d'abord déjà que les gens s'habituent à vivre avec qui ils sont, mais de l'intérieur. C'est-à-dire pouvoir sentir leur peur, leur tristesse, ou leur joie, ou l'espace de vide libre. Moi, je suis déjà étonnée que plein de gens ne savent pas où sont leurs organes. Pour parler du foie, ils ne savent pas s'il est à gauche ou à droite. C'est vrai qu'il y a une critique, souvent on vit plus dans notre mental que dans notre corps. On est dans nos pensées, tout le temps dans nos problèmes ou dans nos projets. Et ça nous empêche de vivre dans le présent. Exactement. Et donc, la première chose pour savoir ça, c'est habiter son corps. C'est votre première maison sur la Terre. C'est ce qui vous a été donné comme véhicule pour être dans cette dimension-ci. OK ? Et autrement, j'ai une question peut-être plus pragmatique pour les gens qui sont un peu sceptiques sur le domaine de l'énergie, etc. Comment on peut ressentir l'énergie si c'est quelque chose qu'on ne croit pas en D'abord, la première chose, c'est d'abord d'aller lire des choses scientifiques. Okay ? Parce que l'énergie, c'est pas une invention. Je veux dire, Einstein en parlait, c'est un monde vibratoire. D'accord ? Donc, le monde n'est que vibration. Donc, ce ne sont que des ondes. Voilà, donc il faut quand même aller se renseigner scientifiquement. Moi, je dis genre, allez lire des choses sur la physique quantique, la théorie des cordes, voilà, allez lire tout ça. Okay ? Écoutez des gens comme Nassim Haramein, qui sont des astrophysiciens. Donc, la science parle de ça.
Donc, on n'est pas dans un monde un peu bizarre. Non, c'est prouvé. Donc, voilà. Okay. Vous avez des théories très claires qui vous expliquent comment votre propre manière d'être va influencer l'objet qui est observé. Donc, vous avez plein de manières d'aller vérifier ça de façon scientifique. Maintenant, si vous voulez en faire l'expérience physiquement, par exemple, c'est de frotter vos deux mains l'une contre l'autre, d'accord ? Et puis de commencer à passer au-dessus du bras de quelqu'un, enfin d'un ami, mais pour sentir, si vous avez les yeux en train de regarder vers le haut, vous n'allez rien sentir. Pourquoi ? Parce que vos yeux quand ils bougent, ils vont connecter des parts différentes de votre cerveau pour avoir des informations. C'est comme s'ils ouvraient la boîte avec informations visuelles, informations auditives, informations du ressenti. Donc voilà. Donc il faut que vos yeux soient placés convenablement pour que vous puissiez avoir l'information du ressenti. Okay ? Donc vous frottez vos deux mains très fort pour mettre ce qu'on appelle un champ d'énergie. Et puis vous mettez ça au-dessus de la main de quelqu'un d'autre, son bras, son dos, peu importe. Mais il faut que vos yeux, pour cela, soient vers le bas, pour que vous ressentiez physiquement, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous sentez ? Une chaleur, un picotement, comme une épaisseur, comme s'il y avait une épaisseur d'une énergie entre votre main et celle de l'autre. C'est une des premières manières de jouer avec ça. Même entre vos deux mains, vous pouvez le faire. Vous n'êtes même pas obligé d'avoir quelqu'un d'autre. Vous frottez vos deux mains, puis vous les écartez un peu et vous les rapprochez. Et vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se passe entre vos deux mains. Et bien, c'est l'énergie. Voilà. Mais pour ça, il faut avoir vos yeux vers le bas. Sinon, vous n'allez pas sentir. Il faut essayer de retrouver ses sens et peut-être un peu moins se focaliser sur la vue. Oui, c'est-à-dire que vous pouvez, les trois sens sont importants. Hein. Si vous voulez une information complète, il faut prendre tous les paramètres. Donc vous avez des paramètres visuels, auditifs et kinesthésiques. Kinesthésique est un terme PNL pour dire tout ce qui est en termes de ressenti. Donc je suis bien assis sur ma chaise et je sens que c'est confortable, ou bien j'ai mal au ventre, ou bien je sens de la tristesse. C'est tous ces ressentis-là. Okay. Autrement, j'ai une autre question, c'est quels sont les principaux problèmes qu'ont vos patients ? Alors c'est une question assez vague, mais quelque chose que vous retrouvez sur beaucoup de personnes. Ils ne se connaissent pas. Ils ne sont pas en lien avec eux-mêmes. Ils sont beaucoup plus dans tous les principes qu'on leur dit, qu'on leur donne, ce qu'il faut faire pour être bien, ce que les autres pensent. Les gens sont beaucoup perdus là-dedans. Si je dois donner quelque chose qui est général, c'est ça. Et les gens habitent peu leur corps dans notre société. Donc c'est une grande partie de mon travail. Aider les gens à retrouver leur corps et habiter en soi. Oui, et avec conscience. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vis ? Vous avez peu de gens qui savent parler de leurs émotions. Qu'est-ce que tu ressens là ? Je sais pas. C'est un peu tabou aussi, surtout par exemple en France où quand on va demander ça va, même si ça va pas, on va être là oui ça va et toi, sans vraiment s'écouter. Oui, tout à fait, parce que vous pouvez très bien répondre je vais bien, mais voilà, je me sens un peu lasse ou je me sens un peu. Enfin, vous pouvez donner des nuances. Les gens disent souvent qu'est-ce que ça vous amène ? Je fais un exercice puis ils me disent un bien-être. Oui, très bien. Et maintenant si on entre un peu dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire un bien-être ? Je sens que mes muscles se détendent. Enfin, on peut commencer à expliquer de façon très fine l'expérience qu'on est en train de vivre. Et ça, c'est une grosse partie de mon travail. Dans mes formations, c'est une des choses sur lesquelles je vais insister. Vraiment. C'est de ramener les gens dans leur ressenti. C'est toute la différence que vous avez entre une personne incarnée et l'esprit. Et est-ce que vous pourriez préciser la différence pour nos auditeurs ? Ah oui, c'est intéressant. Alors, si on accepte l'idée que rien ne se perd, tout se transforme, d'accord ? Je sais pas, Einstein en parle aussi très très bien de ça. Donc il dit pour lui, il disait d'ailleurs, je suis sûr que quelque chose existe après la mort et a existé avant ma naissance, puisque rien ne se perd, tout se transforme. Donc comment on la forme, je ne sais pas. Mais en tout cas, chez les catholiques, on appelle ça l'âme, chez d'autres, on parlera de l'esprit, d'accord ? Donc si on tient compte de cette dimension, et donc si cette chose existe avant de venir, cette expérience sur Terre, elle vient se faire dans la matière. Donc c'est une expérience de résistance, parce que la matière, c'est de la résistance. Si vous êtes pur esprit, vous le voyez bien, avec vos pensées, vous pouvez tout faire. Tout, n'importe quoi. Vous pouvez même avoir l'impression que vous êtes en Amérique alors que vous êtes assis dans votre chaise en France. Donc, la matière, c'est vraiment, ça nous limite, ça nous donne des oppositions. C'est de la résistance. Et donc, c'est comment je vais apprendre à vivre avec ça, à être dans ces deux opposés. Donc, une chose et son contraire. C'est vraiment tester ces deux choses-là. Et puis, quand je les ai testées et je les ai comprises, alors le monde s'agrandit et est plus vaste. Et c'est votre esprit alors qui prend de la place. Donc, il faut être dans le corps pour comprendre ça.
D'accord, donc c'est une certaine balance entre les deux, en fait. C'est ça. Il faut une certaine balance entre les deux. Il faut les deux. Parce que si on est trop dans l'esprit, peut-être qu'on n'est pas assez terre à terre, ça peut poser des problèmes. Et à l'inverse, si on est trop terre à terre... Si vous êtes trop terre à terre, vous vivez bien sur terre et puis c'est tout. Vous n'évoluez pas. Voilà. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Mais je ne sais pas si ça se pose... mais c'est plus subtil que ça encore, que simplement être terre à terre ou non. C'est que si vous n'êtes pas dans votre corps et que vous n'êtes que dans votre mental, je prends pouvoir sur vous comme je veux. Il faut savoir que c'est une des choses les plus incroyables, c'est-à-dire la télévision, la radio, tout ce monde-là est un monde qui a bien compris que par l'information, c'est un pouvoir fantastique. Plus vous êtes dans votre tête, moins vous avez de références personnelles sur ce que vous êtes en train de vivre. Et plus je peux vous dire ce que vous êtes en train de vivre. Ça peut faire partie des techniques de manipulation, si on regarde ça. Bien sûr, mais c'en est une, soyons clairs. Et aussi, moi, j'ai lu dans votre biographie une chose intéressante. Vous disiez aussi, pour revenir un peu à votre histoire, vous êtes arrivé un peu aussi dans ce monde-là par rapport à vos enfants. Sur le fait que, voilà, vous avez votre fils qui disait, maman, enfin, peut-être que vous pourriez raconter l'anecdote, vous la raconterez beaucoup mieux que moi, je pense. Oui, mon fils, il avait quoi, 4-5 ans à l'époque. Il adorait bricoler. Et donc, il était en train de bricoler. Et puis, ça n'allait pas comme il le voulait. Et donc, il tapait son poing sur la table et il disait, mais je savais faire ça quand j'étais grand. Voilà. Et quand sa sœur lui disait, mais enfin, t'as pas été grand, tu seras grand un jour. Alors, il haussait les épaules et lui disait, je sais bien, moi, que j'ai été grand. Alors, soit il parlait d'une vie antérieure, soit il était en contact avec une connaissance plus vaste que lui et qui n'arrivait pas à reproduire parce qu'il était trop petit pour le faire. Personne ne pourra vous dire si c'est l'un ou si c'est l'autre. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il était bien en train de parler d'une expérience qu'il avait et qui était très claire pour lui. Donc ça m'a interpellée. Vraiment. Voilà. Ça, on ne peut pas vous certifier que les vies antérieures, ça existe. En plus, quand on vous dit que l'espace et le temps, ça n'existe pas, vous voyez comment ça commence à devenir compliqué dans notre tête. D'accord ? Voilà. OK ? Oui, c'est compliqué peut-être de voir le monde avec nos sens aussi. On n'a peut-être pas assez de recul pour tout comprendre. Voilà. Mais donc, en tout cas, mon fils m'a interpellée comme ça. Ma fille, elle m'a interpellée d'une autre manière, puisqu'elle est rentrée un jour de l'école, un peu dans la même période, en me disant « Maman, j'ai discuté avec bon papa étant mon père, qu'elle n'a jamais connu, puisqu'il est mort quand moi j'avais 2 ans, et mon ange gardien. Sachez que je ne parlais pas à mes enfants d'ange gardien, donc ce n'est pas tout à fait ma culture. » Voilà. Donc, elle a commencé à m'expliquer ce qu'il se disait, de quoi il parlait. Et effectivement, elle avait des informations sur ce qui s'était passé dans ma vie, dans mon enfance, etc., qu'elle ne pouvait pas savoir. Et que mon père lui avait raconté. Et voilà, on a des tas d'exemples d'enfants, je crois que c'est en Angleterre, d'un petit garçon qui disait à ses parents, vous n'êtes pas mes parents, j'ai d'autres parents, moi je les connais. Et c'est dans ce village-là, et il n'arrêtait pas de dire. Hein. Et en fait, on a fini par effectivement retrouver ce village, on a retrouvé cette famille dont il parlait, et lui-même, en voyant les photos, il a dit, là, c'est ma famille. Et en fait, cet enfant ne parlait que d'une vie antérieure. Donc, on a des tas d'exemples comme ça. Donc, c'est un domaine aussi très intéressant, mais on va peut-être revenir un peu plus sur l'énergie. Du coup, est-ce que vous avez des astuces et des conseils pour nos auditeurs pour justement, de développer un peu ce côté énergétique, un peu, se sentir mieux, plus ancré dans son corps? Vous avez déjà donné quelques détails, mais quelques astuces de plus. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ? La respiration, c'est très important. Ça, vous allez sur Internet, vous demandez comment bien respirer et vous allez apprendre à bien installer votre respiration. Parce que il faut savoir que la respiration, c'est vraiment ce qui amène l'énergie dans le corps. Si vous allez dans les religions, etc., on vous dira que le souffle, c'est fait cher. Okay ? Donc, la respiration, ça amène de l'énergie dans votre corps, ça va commencer à rétablir une circulation convenable. Vous avez froid aux pieds, vous avez froid aux mains, vous pouvez faire l'exercice de l'arbre. C'est comme si vous deveniez un arbre. Apprenez ça et laissez-vous sentir les racines dans la terre et votre feuillage qui s'épanouit dans les airs. Juste, jouez à ça. À faire semblant que vous êtes un arbre. C'est une chose très facile à faire. Moi, je l'enseigne à des enfants. Et par exemple, on s'assoit sur une chaise et on ferme les yeux, on s'imagine qu'on est un arbre tout simplement, c'est ça ? Voilà. On peut faire ça, on peut se mettre debout. Voilà, vous pouvez le faire coucher. Il faut le faire avec le corps. Donc, il faut sentir que vous devenez un arbre. Pas avoir un arbre, pas imaginer un arbre. Vous pouvez commencer à imaginer un arbre et puis
vous le laissez venir et vous devenez cet arbre. Mais il faut le devenir. C'est comme si votre corps devient le tronc de l'arbre. Okay? Et en dessous de vos pieds, vous allez sentir dans la terre les racines de l'arbre que vous êtes. Et c'est comme si au-dessus de vous, vous sentiez à partir de votre tête et de vos épaules partir des branches qui sont cet arbre que vous êtes. Donc c'est vraiment important, c'est s'associer à l'expérience. Je suis l'arbre, vous comprenez? Et donc je pense à baisser les yeux pour sentir qu'est-ce que ça me fait. C'est une chose assez facile à faire, amusante, et qui va vous amener beaucoup de changements internes. Et lors de notre premier pré-interview, parce qu'on avait fait un pré-interview avant d'enregistrer ce podcast, vous parliez aussi d'une visualisation au niveau d'une couleur. Est-ce que vous pourrez parler un peu de ça? Oui, aussi, bien sûr. Alors, les couleurs, elles ont une grande influence sur notre corps. On sait que le rouge, c'est la sécurité. On sait que le vert ou le rose sont les énergies du cœur. On sait que le jaune, c'est l'énergie de notre force d'action dans le monde. Voilà. Donc, je ne vais pas toutes vous les citer. Mais moi, un exercice que je fais souvent faire aux personnes stressées, c'est de commencer à avoir une jolie couleur rose. Alors, ils choisissent le rose qu'ils aiment. Moi c'est un vieux rose parce que j'adore la couleur ce qu'on appelle le vieux rose. Et vous remplissez votre cœur de ce vieux rose. Et puis, vous laissez doucement le rose comme ça emplir votre corps, partout. Vous laissez cette couleur rose remplir votre tête, vos épaules, votre torse. Et pensez bien à faire l'arrière de votre corps, le long de votre colonne vertébrale, vraiment votre bassin, vos jambes, vos pieds, vos bras, vos mains. Et vous vous laissez comme ça être imprégné de cette couleur rose qui est la couleur de l'amour inconditionnel, l'amour vraiment universel. Et donc, vous laissez vraiment cette énergie emplir votre corps. Donc, vous visualisez, donc vous devez bien être dans « je vois », le rose en moi, et puis de temps en temps, je baisse les yeux pour sentir qu'est-ce que ça fait, ce rose dans mon corps. Et de nouveau, ça fait baisser le stress, ça fait des transformations extrêmement intéressantes. Plus vous la répétez, plus vous arrivez à une dynamique intérieure vraiment très douce, parce que nous avons aussi besoin de mettre beaucoup de douceur à l'intérieur de nous. Les gens sont très durs avec eux-mêmes, en France particulièrement d'ailleurs. L'exigence, le fait qu'il faut être parfait, ça met beaucoup de tension interne. Et cette couleur va amener de la douceur. Et à quelle fréquence il faudrait répéter cet exercice? Une fois par jour. Et j'imagine que du coup, vous l'avez dit, il y a plusieurs couleurs pour plusieurs, entre guillemets, forces ou etc. Et donc, on peut répéter cet exercice, par exemple, si on a manque de confiance en soi avec une autre couleur, enfin chaque couleur... Voilà, si vous avez manque de confiance en vous, vous mettez du jaune et de l'orange. En se focalisant sur le même exercice. Voilà, faites la même chose. Laissez couler la couleur. Vous la remplissez dans votre corps. Tout à fait. Et vous la faites toujours partir de votre cœur. Voilà. Et si vous voulez de la sécurité, vous mettez du rouge. Et est-ce qu'on peut arriver à, entre guillemets, à se rétablir énergiquement en utilisant justement ces techniques de visualisation au quotidien, en changeant, c'est-à-dire en commençant par se focaliser sur la couleur rose, après quand on sent qu'on est bien sur la couleur rose, la couleur jaune? Bien sûr. Bien sûr. Il faut savoir que dans chaque chakra, on a toutes les couleurs, mais il y a une prédominance de chaque. Maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que on peut faire beaucoup de grands changements avec ça, mais il y a une partie où on ne peut pas faire le frais de la conscience, c'est-à-dire d'aller aussi fouiller dans notre propre blessure, notre trace qui reste, des choses comme ça. Parce que si vous travaillez les couleurs, vous allez pouvoir... C'est pour ça que je donne le rose, parce que lui, il apaise. Okay. Mais si vous commencez à susciter des autres chakras, vous pouvez avoir des remontées d'angoisse, vous pouvez avoir des peurs, des anciennes peurs qui reviennent à votre conscience pour les résoudre. D'accord ? Donc, il faut savoir que travailler sur un chakra, c'est pas anodin. Donc, vous pouvez vous faire beaucoup de bien, mais ne soyez pas étonnés si à un moment donné, vous sentez une émotion qui monte. Ce n'est pas grave. Vous la laissez passer. Et est-ce que c'est quelque chose qu'il faut mieux faire avec un expert ou on peut faire tout seul chez soi ? Parce que comme vous le dites, que c'est assez délicat à travailler justement sur les pores énergétiques et les chakras. Oui, c'est pour ça. La couleur rose, vous pouvez le faire. Vous pouvez franchement le faire tout seul. Ce n'est pas un souci. Les autres, vous pouvez jouer avec. Vous pouvez jouer. Vous pouvez toujours faire des expériences. Mais soyez attentifs à ce que vous ayez quelqu'un comme ressource après si vous avez trop d'émotions qui remontent, vous avez trop de choses qui viennent. Et quelle est, par exemple, celle la plus délicate à travailler avec ? Écoutez, ça va dépendre de qui vous êtes et de ce que vous vivez. Si vous êtes quelqu'un qui avait très peu confiance en vous, beaucoup de doutes et des choses comme ça, si vous travaillez la couleur orange, ça va les ressusciter très fort.
Si vous êtes quelqu'un qui vous occupez beaucoup des autres, ne faites pas très attention à vous, vous vous mettez à jouer avec la couleur orange, elle va commencer à vous embêter. Elle va dire, mais et toi? Qu'est-ce que tu veux, toi? T'es où? Alors que vous n'avez jamais pris le temps de répondre à ces questions-là. Vous voyez? Donc les couleurs, elles sont vraiment pas anodines. Donc à la fois, ça peut faire du bien, mais à la fois, ça peut ramener d'autres choses. Donc soyez attentifs. C'est tout. Moi, je ne dis pas que c'est dangereux. Je dis juste, ce sont des expériences. Donc, faites-les et ayez sous le coude le nom de quelqu'un que vous pouvez aller voir si vraiment, à ce moment-là, vous vous rendez compte que, oh là là, ça m'a tout retourné, moi, ici, comment je fais? D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Maë Jérôme, pour ce podcast d'avoir pris le temps. Mais avant de conclure ce podcast, est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs quels sont vos projets et où est-ce qu'on peut vous suivre? Alors, mes projets, j'en ai plein. Je voudrais vraiment ouvrir un endroit où les jeunes jusqu'à 18 ans pourraient venir passer 3, 4, 5 mois pour qu'on puisse effectivement leur apprendre à vivre avec l'énergie, parce que tous les jeunes qui arrivent là aujourd'hui, dans le monde, partout, moi où je les ai croisés, ils sont très preneurs et ils sont au courant, ils savent que l'énergie existe et ils ne savent pas comment vivre dans ce monde avec. Donc ça, c'est un de mes projets. Je ne pourrais pas le faire seul, mais j'aimerais beaucoup faire ça. En Belgique ou Bon, peu importe, hein. Là où les gens sont intéressés de le faire. Moi, vous savez, je bouge, je voyage, moi. Donc, s'il y a des gens qui sont preneurs, moi, je bouge, sans souci. Ce que je voudrais aussi, c'est les soins de santé. Ça, je continue. Donc, la thérapie aussi, je continue. Les formations de développement intuitif, je continue. Parce que je forme des personnes à vraiment développer leur propre intuition pour eux-mêmes. Le conseil en entreprise aussi, ça c'est quelque chose qui est en projet, avec lequel j'ai déjà travaillé l'année dernière, mais je voudrais bien amplifier parce que c'est assez extraordinaire de permettre à des gens de prendre des décisions au niveau entrepreneurial qui soient des décisions très positives et qui amènent vraiment de la réussite au niveau de l'entreprise. D'accord, intéressant. Voilà, et aussi pas mal travailler encore un peu plus aussi sur le passage des âmes, c'est-à-dire des personnes qui décèdent, puisque nous co-créons aussi de l'autre côté. Donc c'est extrêmement intéressant que les personnes puissent faire le passage en ayant choisi ce qu'ils veulent aller co-créer de l'autre côté. Ou alors d'aider des personnes qui sont déjà décédées et qui ne savent pas très bien où elles sont et où elles veulent aller. Donc voilà. C'est à peu près tout, hein. J'en ai d'autres, mais c'est pas grave. Hein. Vous avez beaucoup de projets, je vois, c'est bien. Et où est-ce qu'on peut vous suivre? Alors, j'ai mon site qui s'appelle maejérôme.com, sur lequel on trouve des méditations, mes formations, voilà, tous les renseignements au sujet de ce que je fais, de ce qu'il est possible aussi. Les méditations, elles sont gratuites, donc on peut vraiment se mettre en contact, les écouter, pratiquer, voilà. Eh ben super, en tout cas merci pour cette interview, c'était très intéressant. Je pense que nos auditeurs en ont appris beaucoup, moi aussi j'ai beaucoup appris. Et pour un sujet que je m'y connais pas encore beaucoup, mais c'est très intéressant et ça donne envie de lire sur ce sujet et d'aller plus vers là, plus vers ce côté énergétique, etc. Parce que c'est quelque chose dans notre société un peu occidentale, enfin européenne, oui. France, tout ça, on parle pas beaucoup, on en parle peut-être un peu plus maintenant. Mais c'est encore assez neuf et il y a beaucoup de clichés, beaucoup de gens sont sceptiques, etc. Oui. Donc c'est intéressant, comme vous l'avez dit aussi, de se renseigner pour les gens qui sont sceptiques. Tout à fait. Moi, j'adore le scepticisme, moi. J'adore ça, parce que ça veut dire qu'on vous vend pas n'importe quoi. Mais par contre, alors, il faut se renseigner. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, Maë Jérôme. Si, je vous remercie vraiment. C'était très intéressant de reparler de tout ça. Voilà, et de partager avec vous. Merci beaucoup. Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.ausfrontièresdupossible tout attaché et au pluriel.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.